Bonsoir et bienvenue. La Corne de l'Afrique, et tout particulièrement la Somalie, traverse une période de turbulence assez extraordinaire. Au cours des 2 dernières semaines, on a assisté à une convergence d'événements qui semble vraiment pousser le pays dans ses derniers retranchements. D'un côté, on a le gouvernement de Mogadiscio qui tente d'affirmer sa place sur la scène mondiale, il prend même la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, et de l'autre, sa souveraineté même est contestée. De toutes parts, que ce soit militairement, sur son propre sol ou diplomatiquement. C'est ce paradoxe qu'on va explorer ce soir en s'appuyant sur un ensemble de sources très variées. Et cette analyse en profondeur vous est proposée par Stilo News, l'application d'information qui utilise l'intelligence artificielle de ProWave AI. L'idée derrière notre démarche ce soir, c'est vraiment la même que celle de Stilo News. Prendre un flot d'informations complexes, parfois contradictoires, et en extraire l'essentiel. C'est exactement ça. Stilo News, en fait, c'est la version accessible à tous d'un outil bien plus puissant, Stilo Intellops. Il a été conçu pour des opérations gouvernementales, militaires, commerciales. Ça donne donc un accès assez unique à une technologie pensée pour les décideurs qui ont besoin de clarté pour agir. Notre mission ce soir, c'est de vous offrir cette même clarté. Alors plongeons dans le vif du sujet. Le premier front, c'est le front militaire intérieur, la lutte contre Al-Shabaab. Le gouvernement annonce des succès majeurs. Oui, les communiqués officiels sont très optimistes. On parle d'opérations d'envergure, notamment le 1er janvier. C'était dans la région de Jabhat L'armée nationale somalienne, appuyée par des partenaires internationaux, aurait neutralisé une trentaine de militants. Mais ce qui est frappant, c'est le chiffre avancé pour la semaine entière. Ah oui. On parle d'au moins 135 militants tués. C'est une cadence très très élevée. Justement, ces chiffres sont impressionnants, mais on sait que dans ce type de conflit, la communication est aussi une arme. Est-ce qu'ils sont vraiment fiables? Comment on peut les vérifier? C'est toute la question. La vérification indépendante sur le terrain est quasiment impossible. Il faut donc prendre ces chiffres avec, disons, une certaine prudence. Cela dit, ils ne sortent pas de nulle part. Ce qui est plus tangible, ce sont les frappes ciblées, celles qui ont éliminé des cadres importants du groupe. D'accord. Par exemple, une frappe aérienne à Jilib a tué 2 commandants, dont le principal artificier d'Al-Shabaab. Et quelques jours plus tard, dans la même région, un autre responsable, Abdoulaye Osman, a été tué. Il gérait à la fois les explosifs et la propagande. L'artificier en chef est le responsable de la propagande. Ça, ce n'est pas anodin. On touche au cœur des capacités opérationnelles du groupe, là, non? Exactement. On ne parle plus de simples combattants. Toucher l'ingénierie des explosifs, c'est perturber leur capacité à mener des attentats. Toucher à la communication, c'est affaiblir leur recrutement, leur influence. Donc, même si le chiffre global de 135 morts est sujet à caution, ces succès ciblés sont stratégiquement très significatifs. Mais, et c'est un mais de taille, ces victoires tactiques cachent une réalité stratégique beaucoup plus sombre. C'est-à-dire que pendant que l'armée mène des offensives, plusieurs rapports de renseignement indiquent qu'Al-Shabaab resserre son étau autour de la capitale, Mogadiscio. Certains analystes parlent même d'un risque existentiel pour le gouvernement. On gagne des batailles dans le Bachabel, mais on risque de perdre la guerre aux portes de la capitale. C'est ce qui rend le soutien international si vital. Absolument. On voit d'ailleurs que les États-Unis ont multiplié les frappes début janvier. Et sur le plan institutionnel, l'ONU vient de renouveler le mandat de la mission de l'Union africaine, l'OSOM. Est-ce que ça peut suffire? Oui. Le renouvellement jusqu'à fin 2026, c'est un bol d'air. Mais il faut se souvenir du plan initial. Il prévoyait un retrait progressif des forces africaines pour passer le relais à l'armée somalienne. La situation actuelle remet tout ce calendrier en question. L'armée somalienne est-elle vraiment prête? La réponse, pour l'instant, semble être non. D'autant plus que toute l'attention et toutes les ressources risquent d'être détournées par une autre crise, une crise diplomatique d'une ampleur inédite. Oui, parce que ces succès militaires sont une chose, mais un événement diplomatique a complètement rebattu les cartes. Le 26 décembre dernier, une annonce a fait l'effet d'une bombe. Une bombe géopolitique, tout à fait. Israël est devenu le premier État membre de l'ONU à reconnaître officiellement l'indépendance du Somaliland. C'est un acte qui brise des décennies de statu quo. Localement, la réaction a été explosive. Des scènes de liesse à Hargeisa, la capitale du Somaliland, et à l'inverse, des manifestations de rage à Mogadiscio. C'est perçu comme une amputation du territoire national. Et au-delà de ça, comment la communauté internationale a-t-elle réagi? J'imagine que ça a secoué pas mal de chancelleries.
Le mot est faible. La réaction, c'est un quasi-rejet unanime. L'Union africaine, la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique, toutes ont condamné fermement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elles se sont toutes ralliées derrière un principe fondamental. L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Précisément, pour l'Union africaine, c'est un principe existentiel. Y toucher, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui pourrait déstabiliser tout le continent. D'accord. Donc, des pays comme la Turquie ou l'Égypte ont suivi cette ligne. Mais la position américaine me semble plus ambiguë. Ils ne reconnaissent pas le Somaliland, mais ils soutiennent la décision d'Israël. Ce n'est pas contradictoire? C'est le cœur du jeu diplomatique. C'est une façon pour Washington de ne se fermer aucune porte. Il rassure Mogadiscio en disant « Nous respectons votre intégrité territoriale », mais en même temps, ils envoient un signal positif à leur allié Israël. Et ils gardent un œil sur le Somaliland dont la position géographique est cruciale. C'est une position d'équilibriste. Mais le vrai chef d'orchestre dans l'ombre, ce sont les Émirats arabes unis. Les Émirats. Pourtant, ils soutiennent officiellement l'intégrité de la Somalie. Officiellement, oui. Mais officieusement, de nombreuses sources indiquent qu'ils ont activement facilité ce rapprochement. Il faut savoir que les Émirats ont investi des centaines de millions de dollars dans le port de Berbera au Somaliland. Ils voient cette région comme une pièce maîtresse de leur stratégie d'influence dans la Corne de l'Afrique, en opposition directe avec la Turquie et le Qatar, qui sont, eux, les principaux soutiens du gouvernement fédéral. C'est un véritable échiquier géopolitique. Et cette reconnaissance a immédiatement attiré de nouvelles menaces. Très concrètes. Les Houthis du Yémen, par exemple. Tout de suite, le groupe Ansar Allah a déclaré que toute présence israélienne au Somaliland, militaire, civile, peu importe, serait une cible militaire légitime. Et cette menace est tout à fait crédible. Les Houthis ont montré leur capacité de frappe en mer Rouge. Al-Shabaab a fait une déclaration similaire, jurant de combattre toute présence israélienne. Pour eux, c'est une aubaine idéologique. Ils se posent en défenseurs de la terre somalienne. On a donc un gouvernement somali qui se bat pour sa survie et qui en même temps se retrouve au centre d'une crise diplomatique majeure. Et c'est à ce moment précis qu'il prend la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le timing est presque ironique. C'est un paradoxe saisissant. Le 1er janvier, la Somalie s'est assise dans l'un des sièges les plus prestigieux de la diplomatie mondiale. C'est une plateforme incroyable. Mais cette vitrine internationale ne fait que mettre en lumière sa fragilité. Et les conséquences de la crise du Somaliland ne se sont pas fait attendre. La première victime a été la relation avec les Émirats. Oui, le 12 janvier, Mogadiscio a annulé tous ses accords avec les EAU. C'est une décision radicale. Quelles en sont les implications? Elles sont énormes. Ça concerne des accords de sécurité, de coopération économique et surtout des projets d'infrastructures vitaux comme le port de Berbera, justement. Mais le plus grave, c'est peut-être la réaction que ça a provoquée à l'intérieur même de la Somalie. Vous parlez de la réaction des États régionaux? Exactement. Le Puntland et le Jubaland ont immédiatement rejeté la décision de Mogadiscio. Et ça, c'est la clé pour comprendre la fragilité somalienne. Ce n'est pas juste une dispute interne, c'est la preuve que des acteurs comme les Émirats ont une influence directe sur ces États régionaux, en les finançant, en les armant. Ils contournent systématiquement le gouvernement fédéral. Ils ont créé des quasi-protectorats. La décision de Mogadiscio est donc largement symbolique, car sur le terrain, la collaboration avec Abu Dhabi continuera. Cette instabilité a aussi des conséquences sur d'autres relations diplomatiques. L'annulation de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. C'est un bon exemple. Oui, c'est un signal très négatif. Officiellement, la visite a été annulée à cause d'un bouclage sécuritaire de Mogadiscio. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gouvernement somalien lui-même admet ne pas pouvoir garantir la sécurité d'un dignitaire de ce niveau dans sa propre capitale. C'est un très mauvais signal. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée, une crise humanitaire et financière s'y ajoute. Les États-Unis ont suspendu leur aide alimentaire. C'est un coup très dur. La décision est motivée par des allégations de corruption et de détournement à grande échelle. Pour un pays au bord de la famine, où des millions de personnes dépendent de cette aide, les conséquences peuvent être catastrophiques. Mais cette histoire de détournement prend une dimension encore plus folle. Vous faites référence à cette enquête dans le Minnesota. Ça ressemble à un scénario de film. C'est encore plus complexe. L'enquête a révélé un vaste réseau de fraude. Des millions de dollars destinés à la communauté somalienne du Minnesota auraient été détournés. Une partie de cet argent aurait servi à financer Al-Shabaab en Somalie. Mais ce qui est stupéfiant, c'est la suite de la chaîne.
Selon les enquêteurs, une partie de cet argent serait ensuite transférée par Al-Shabaab vers l'Iran, via les Houthis au Yémen. Attendez. Donc de l'argent fraudé sur le sol américain servirait à financer non seulement Al-Shabaab, mais aussi les Houthis, qui sont en conflit quasi ouvert avec les États-Unis en mer Rouge. Précisément. Ça dessine un réseau financier clandestin incroyablement complexe qui lie la criminalité locale aux États-Unis à des acteurs géopolitiques majeurs au Moyen-Orient. Ça montre à quel point ces conflits sont interconnectés. Face à cette situation, il y a plusieurs points à surveiller dans les semaines à venir. Le premier, c'est de voir comment la Somalie va utiliser sa présidence au Conseil de sécurité. C'est la grande question. Est-ce qu'elle peut utiliser cette tribune pour rallier un soutien international ou sera-t-elle trop paralysée par ses problèmes internes? Le deuxième point à surveiller, c'est la réaction de l'Union africaine. La convocation d'un sommet d'urgence est une possibilité pour formuler une réponse continentale, mais l'organisation est souvent divisée. Et en interne, il y a des élections nationales prévues en 2026. Comment peut-on même envisager un scrutin crédible dans un tel contexte? C'est un défi immense. Ces élections pourraient être un nouveau point de rupture, exacerbant les tensions. Et puis, au-delà de toute cette agitation, de tous ces conflits créés par l'homme, il y a d'autres forces, plus élémentaires. Vous pensez à cet avertissement d'un sismologue néerlandais. Oui, il a lancé une alerte sur un risque très élevé de forts tremblements de terre le long de la vallée du Grand Rift. On ne parle pas de politique ici, mais de géologie. Un séisme majeur dans cette région serait un multiplicateur de crises apocalyptiques. Imaginez l'impact sur des populations déjà fragilisées. C'est une couche d'incertitude fondamentale qu'il faut garder à l'esprit. C'est une conclusion qui donne le vertige. On voit bien comment la sécurité locale, la diplomatie, les flux financiers et même les risques naturels sont ici inextricablement liés. Pour démêler cet écheveu et suivre ces développements, Stylo News propose justement des synthèses personnalisées. C'est exact. Stylo News est une application sur mobile et sur le web qui permet de créer ses propres briefings, un peu comme un analyste en renseignement. On peut le faire à partir de centaines de sources traditionnelles, mais aussi de la plateforme X pour capter les signaux faibles. Nous invitons donc celles et ceux qui nous écoutent à essayer par eux-mêmes en s'abonnant et en personnalisant leur propre flux d'informations sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Si certains aspects de cette crise vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et pour rester au courant de nos prochaines publications, suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. Merci et à bientôt.